Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. La planète entière est secouée ces dernières semaines, elle l'est d'ailleurs encore, par un énorme scandale d'espionnage à grande échelle, ce que l'on connaît désormais sous l'appellation d'affaire Pegasus. Alors, pour parler de cela, mais pas seulement, puisque nous tenterons d'aborder un maximum de questions ayant trait à la cybersécurité, à la sécurité des données stratégiques et à la sécurité tout court, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en cybersécurité. Abdelaziz Dabdouri, bonjour. Merci mon ami. Nous nous étions promis de nous revoir. Je rappelle que nous vous avions déjà reçu sur ce plateau lors de la 23e émission de LSA Direct. Nous nous revoyons parce que quelque part vous avez été devin, si j'ose dire. Dans une ancienne contribution au Soir d'Algérie, vous aviez été l'un des premiers à prononcer ce nom en public, Pegasus. Effectivement, j'ai écrit une contribution en décembre dans le cadre d'un exercice que font les personnes qui s'intéressent à la cybersécurité et qui consiste à faire des prédictions des menaces des menaces de cybersécurité pour l'année suivante. Donc, dans ma contribution en décembre 2020, j'avais effectivement évoqué en premier le cyberespionnage en disant que ça allait être la cybermenace la plus importante ou l'une des importantes cybermenaces en ce qui concerne l'Algérie. J'ai évoqué aussi la coopération entre le Maroc et Israël en matière de cybersécurité. Et j'avais dit dans cette contribution que cette coopération allait être dirigée aussi contre l'Algérie. Et j'avais parlé aussi de Pegasus en disant que c'était un outil qui allait certainement être utilisé contre l'Algérie. Et ça s'est confirmé par la suite. Malheureusement confirmé. Bon, je rappelle, c'est une enquête de journalistes qui a révélé l'ampleur planétaire du scandale Pegasus. Chez nous, plus de 6000 personnalités entre civils et militaires écoutées, espionnées et leurs données peut-être même siphonnées. Comment peut-on en arriver à des failles pareilles? Là, pour les logiciels d'espionnage ou les spyware, les logiciels malveillants. Malveillants pour l'espionnage, ce n'est pas nouveau. On a utilisé ce spyware, ce logiciel d'espionnage, dans un but de géopolitique. C'est-à-dire que si on revient un peu à une politique de la vente de technologies avancées des pays occidentaux, les Américains ou beaucoup prémunir? Écoutez, moi je dis que toujours il y a un moyen de se prémunir. En général, quand on fait une évaluation de la cybermenace, 50% de la cybermenace, c'est la menace interne. C'est-à-dire
que c'est les failles ou les vulnérabilités créées par l'utilisateur, par l'homme. Pour Pegasus, c'est vrai et ce n'est pas vrai, parce que pour Pegasus, quand il a été découvert, on prend le cas de Apple, a créé des correctifs pour les vulnérabilités qui existaient dans ses téléphones. Mais dans un temps très court, les développeurs israéliens ont réussi à contourner les pare-feux les correctifs de sécurité qui ont été installés par Apple. Qui ont été par Apple. Donc, mais ils continuent à travailler dessus pour trouver le correctif ou le patch nécessaire. Donc je reviens toujours à la menace interne qui est due à l'utilisateur. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'hygiène numérique qui peut être appliquée, par exemple, installer régulièrement les correctifs de sécurité. Comment fonctionne Pegasus, du moins les variantes initiales de Pegasus? Il vous envoie des emails et l'utilisateur clique sur l'email, télécharge un logiciel malveillant, donc il l'installe sur son téléphone et c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Mais les Israéliens ont fait plus, puisqu'ils ont développé un logiciel zéro clic. C'est-à-dire, on vous envoie un SMS, vous n'avez même pas besoin de cliquer ou de télécharger pour que le logiciel malveillant s'installe dans votre téléphone. Donc, pour répondre à votre question, il y a des choses pour lesquelles, enfin pour le moment, on ne peut rien faire, mais les grandes compagnies, Apple, Google, Samsung sont en train de travailler pour trouver les correctifs pour faire face à cette menace, mais les mesures d'hygiène numérique restent applicables et valables. C'est de manière globale. Mais je précise ma pensée. Prenons l'exemple qui nous touche directement. Un ministre, un leader de parti politique ou un général est victime de Pegasus. Pour l'expert que vous êtes, quelles sont les premières mesures urgentes à prendre pour colmater les brèches? Et puis, dit autrement, sommes-nous capables de les colmater? Je crois que la première mesure, ce qu'on appelle le portable Hatba. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on appelle portable primitif, etc., la mémoire qu'il a ne permet pas elle n'est pas suffisamment grande pour contenir beaucoup de logiciels, etc. Certaines applications aussi, la géolocalisation, il n'y a pas de jeu. La géolocalisation, etc. Moi, je connais certains responsables, parfois, quand leur téléphone sort, ils sortent. Bon, donc si je comprends bien, mesure de sécurité. Si je comprends bien, le smartphone, on met de côté et on va vers les bons vieux. Allez, je vais faire de la publicité gratuite, les Nokia 3310. Il y a aussi, enfin, d'autres solutions dans beaucoup de pays. Par exemple, les responsables ont des téléphones sécurisés, des réseaux. Mais le président français, pour le citer, Macron, est tombé aussi sous le. Écoutez, ça a été très difficile. Par exemple, au président Barack Obama, de lui faire changer de téléphone. Il tenait à son téléphone qui présentait un risque qui était vulnérable. Hillary Clinton avec ses fameux SMS, la messagerie. Et donc, certains responsables refusent d'utiliser d'autres téléphones. Ils veulent continuer à utiliser les smartphones parce qu'ils offrent beaucoup de fonctionnalités, mais ils s'exposent à des risques. Alors, toujours plus proche de nous, l'armée sioniste n'a pas implanté des campements de boy scouts en colonies de vacances à nos frontières. Il doit y avoir des systèmes d'écoute, je suppose, voire même de siphonnage des données. Techniquement, et c'est votre avis d'expert qui nous intéresse au premier chef, la riposte, et là, il s'agit de presque, j'allais dire, de rapport direct entre un acte d'agression et la partie en face, c'est-à-dire nous. Comment est-ce qu'on peut... Écoutez, en ce qui concerne d'installer aujourd'hui à nos frontières des équipements ou des troupes, ça ne se fait plus. C'est la projection des forces.
ou bien le prépositionnement des équipements, parce qu'en cas de conflit, ils sont déjà pas très loin du théâtre de conflit, donc ils peuvent être exploités. Dans le cas de Pegasus, c'est une application en quelque sorte virtuelle qu'on a projetée. Donc on n'a pas besoin d'être... Qui n'obéit pas aux règles des frontières et des distances. C'est ça, de chez eux, de l'autre continent, on peut écouter, on peut exploiter les données, etc. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'être à nos frontières. Maintenant, pour la réponse, il faut dire que tous les pays s'adonnent à l'activité d'espionnage, et surtout le cyber... espionnage. Dans le cas par exemple des Américains et des Britanniques, il y a quelques années de ça, on a trouvé des traces d'un logiciel espion qu'on appelait Rigi, et celui-là, on a trouvé des traces en Algérie. Et celui-là, il ne s'attaquait pas au téléphone, il s'attaquait aux équipements de l'opérateur de téléphonie mobile. Donc c'est plus grave parce qu'à travers l'opérateur de téléphonie mobile, ensuite on peut accéder à n'importe quel téléphone. Et Régine, qui était très furtif, donc difficile à détecter, exploitait une vulnérabilité dans un protocole qu'on appelle SS7 et qui est utilisé par les équipements de télécommunication. C'est un protocole qui existe dans tous les pays, enfin dans toutes les compagnies de télécom dans le monde. En Europe, je sais par exemple au niveau de l'Union européenne que des dispositions ont été prises pour que les vulnérabilités qui existent dans le SS7 on y remédie. Oui, vous avez anticipé en fait sur ma question d'après parce que justement, je voulais vous demander, on parle de modification des protocoles pour neutraliser ou tenter de neutraliser l'intrus, le logiciel espion. Ça suffit? Ça se fait parce que dans le cas de Pegasus, une fois par exemple, parmi les fonctionnalités, c'est d'accéder aux settings, donc de réglage, tous les réglages. Voilà, les protocoles de réglage du téléphone. Et donc, on peut demander au téléphone de ne pas installer, par exemple, les logiciels ou les correctifs de sécurité de Apple ou de Samsung. Les mises à jour. Etc. Donc, c'est faisable. Bon, je rappelle tout de même, Abdelaziz Derdouri, que nous importons notre armement. Nous n'en fabriquons pas vraiment, au-delà d'une industrie embryonnaire. Nous importons nos matériels de télécommunication, nous importons nos équipements informatiques et de sécurité, et la liste est longue. Est-ce que ce ne sont pas là autant de failles quotidiennes, de portes et fenêtres ouvertes à l'intrusion inamicale et agressive? Je ne sais pas si c'est dans la contribution que j'avais faite ou bien dans une autre contribution avant, contribution au soir d'Algérie, j'avais dit que certaines compagnies qui étaient présentes en Algérie, qui vendaient des pare-feux censés protéger nos réseaux, avaient des portes dérobées. Donc c'est pervers, c'est l'effet inverse. Exactement. Et la société, cette société, bon, je ne cite pas le nom, a reconnu effectivement... Ça ne nous gênerait pas que vous le citiez. Bon, c'est Fortinet. De toute façon, c'est du domaine public maintenant. Du domaine public. Donc, elle a reconnu effectivement que dans ces pare-feux existaient des portes dérobées, mais que ce n'était pas elle qui les a installées, mais qu'elle avait remédié à la situation. Donc, tant qu'on est dépendant de la technologie étrangère, il faut s'attendre. Celui qui nous vend cette technologie, quand il est honnête, il nous protège contre les autres, mais il ne nous protège pas contre lui-même. Donc on peut accéder, lui il peut accéder à tout ce qu'il veut, et c'est un choix qu'on doit faire. Maintenant, sauf si on développe nos propres... Et nous n'y sommes pas encore. C'est vrai qu'avec cette technologie nouvelle, informatique, etc., il y avait l'opportunité de démarrer en même temps que les autres pays, d'autant plus qu'on a d'excellents informaticiens
qui ne restent pas, qui partent. Qui partent pour la plupart, hélas. Donc, si je vous résume, nous n'avons pas le choix, il faut s'équiper, donc il faut acheter. Comment l'expert que vous êtes voit la maximisation des pare-feux de sécurité? Le risque zéro, on est d'accord là-dessus, ça n'existe pas. Mais que peut-on faire pour réduire ce risque et surtout avoir la marge de manœuvre pour parer rapidement aux dommages collatéraux? Des intrusions, des attaques. Écoutez, il faudrait d'abord une surveillance des réseaux. Il faudrait d'abord qu'on ait une stratégie de cybersécurité. Moi, je ne voulais pas être grossier, mais je vais me le permettre. Est-ce qu'on ne serait pas devenu un peu une passoire dans le domaine? Il faut dire que dans les études qui sont faites par beaucoup de pays, l'Algérie est l'un des pays les plus infectés dans le monde. Enfin, les équipements d'informatique utilisés en Algérie sont les plus infectés dans le monde pour différentes raisons. Et puis la principale, c'est qu'on utilise des logiciels qui ne sont pas fournis par le développeur, etc., qui sont piratés et donc qui ne bénéficient pas des correctifs de sécurité. Autre chose, c'est que parfois, c'est aussi de notre faute parce que d'après l'expérience que j'ai eue, j'ai constaté que certaines institutions, parfois étatiques, continuent à utiliser des logiciels ou des systèmes d'exploitation qui ne sont plus soutenus par le développeur. XP par exemple, et donc ils continuent à les utiliser, peut-être pour des raisons de suffisance de budget, etc. Mais ils s'exposent à des risques parce que ces logiciels ne bénéficient pas de correctifs ou de protection. Comme j'avais prévu d'aborder justement ce volet, moi je vais être moins prudent que vous, je vous trouve dans un langage policé. Je voulais justement vous demander, est-ce qu'il est aujourd'hui en 2021 normal que des entreprises, parfois publiques, dans des domaines dits sensibles, aient recours au jour d'aujourd'hui encore à des logiciels piratés? Écoutez, la faute est double. Premièrement, c'est la faute, si on peut dire, du gouvernement. Et deuxièmement, des utilisateurs. Le gouvernement, pourquoi? Parce qu'en 2020, je crois, le président a signé un décret. Attendez, je vais juste voir là. Et que vous allez retrouver dans vos notes qui ne sont pas sur le téléphone. Donc, un décret en 2020, c'est ça, un décret. Qu'est-ce qui prédit ce décret? Donc, on doit mettre en place une stratégie de cybersécurité. Le décret prévoit la création d'un conseil et d'une agence de cybersécurité dont le rôle, justement, ça répond à votre question, c'est la mise en place de normes à respecter par toutes ces entreprises et aussi de contrôler. Donc, il devrait y avoir un organisme qui dépend du gouvernement ou de la présidence qui effectue des contrôles ou des descentes dans des entreprises pour vérifier si ces normes de sécurité sont mises en place, si elles sont mises à jour, etc. Et si c'est suivi et éventuellement donner des instructions pour remédier et peut-être sanctionner. Ça, c'est prévu déjà par le décret. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, ni en ce qui concerne la stratégie de cybersécurité nationale, ni la mise en place de ces deux organismes, l'agence et le conseil de cybersécurité. Donc les entreprises sont dans une situation où ils n'ont pas à rendre compte, alors que dans les autres pays, même les entreprises privées, quand elles activent dans un domaine, disons, sensible, où ils appartiennent à ce qu'on appelle les infrastructures sensibles, elles sont, par des textes de loi, obligées de se soumettre à ces normes,
assez énorme. Oui, mais moi, dès que vous dites commission, vous savez très bien le rapport qu'ont les Algériens avec les fameuses commissions. Est-ce qu'il ne faut pas créer un haut conseil à la cybersécurité un peu à l'image du haut conseil à la sécurité, ou est-ce que c'est pas non plus des commissions qui font plus décorum qu'autre chose? La perception de la commission, je pense qu'elle doit changer. La commission, elle n'est pas là pour sanctionner, pour arriver avec dans un objectif de persécution ou de sanctionner l'entreprise ou le service informatique de l'entreprise. Il faudrait la voir comme une commission qui est là pour aider, pour assister, pour orienter, atteindre des objectifs de sécurité et de protection de l'entreprise. Surtout, comme je vous ai dit, quand cette entreprise appartient à un secteur des infrastructures sensibles. Je voudrais citer deux cas, l'un récent et l'autre le plus ancien. Alors, le plus ancien, c'est une attaque de cybersécurité contre le réseau électrique au Venezuela. Et bien, pendant 5 jours, le pays est resté dans le noir. Pas d'électricité, pas d'internet. Les entreprises de production, celles qui produisent les produits alimentaires, qui ont besoin d'électricité, etc., ne fonctionnent. Les boulangeries ne fonctionnaient pas parce que c'est des boulangeries. Les pompes à eau pour envoyer l'eau dans les bâtiments jusqu'au 15e, 16e, les ascenseurs. Donc imaginez une situation comme ça, si une attaque est effectuée la veille d'une crise ou la veille d'une guerre. L'impact que ça aura sur le moral des citoyens et aussi des militaires. Et aussi le deuxième exemple qui est récent, c'est l'attaque contre le réseau d'affichage d'informations dans les gares en Iran. Donc il y a eu une intrusion et on a réussi à afficher que tous les départs étaient annulés. Et ça, c'est à travers tout le territoire national. Alors imaginez le chaos qu'il y a eu dans... D'ailleurs, l'Iran a réagi en attaquant un pétrolier, un navire. Le Golfe israélien. Bon, bien sûr. Pour les Iraniens, à l'origine de la cyberattaque, c'est les Israéliens. Pour le bateau israélien, pour les Israéliens, l'attaque elle est iranienne. Mais il est très difficile d'attribuer les attaques, les cyberattaques. C'est pratiquement impossible de dire c'est tel pays ou tel pays qui est responsable d'une cyberattaque. Et là, vous donnez une dimension qui nous fait un peu sortir du côté réducteur, parce qu'on était sur Pegasus, 6000 personnes écoutées, on est sur un niveau, j'allais presque dire, minimal. Oui. Par contre, là, vous nous faites passer au stade de la guerre et de la paralysie des infrastructures sensibles et même des infrastructures de tous les jours. De tous les jours, c'est ça. Parce que c'est des infrastructures nécessaires au pays, nécessaires à la société, nécessaires à l'économie. Et sans ces infrastructures, c'est pour ça qu'on les appelle ces infrastructures sensibles, le pays ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que moi, toujours, quand j'entends parler les personnes, enfin, pour eux, la cybersécurité, c'est les menaces qui existent dans les réseaux sociaux. Je te dis, non, il ne faut pas confiner la cybersécurité aux menaces qui existent dans les réseaux sociaux. Ça fait partie des menaces de la cybersécurité, mais il ne faut pas confiner notre cybersécurité aux menaces qui existent dans les réseaux sociaux et oublier les menaces aux infrastructures sensibles, oublier les menaces comme le cyberespionnage, la preuve, on en est victime, etc. Les autres aspects de la qui sont plus dramatiques en termes de répercussions. Écoutez, c'est pour parler, on ne va pas comparer les activités d'Ozatot aux attaques contre les infrastructures de les infrastructures sensibles. Oui. Mais les concepteurs de logiciels malveillants et espions ne restent pas les bras croisés. Il se dit déjà, là vous allez me confirmer ou infirmer, que Pegasus, c'est presque de l'histoire ancienne. Et nos voisins de l'Ouest, le Maroc, pour ne pas le nommer, serait déjà acquéreur d'un nouveau logiciel israélien encore plus performant, entre guillemets, que Pegasus. C'est vrai, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a entendu parler de Pegasus en 2010 ou 2012 déjà. Mais quand on en parlait, c'était la première version de Pegasus. Mais entre-temps, on l'a amélioré, il avait lui-même, comme je vous l'ai dit, Apple a développé des correctifs
Et donc, la NSO a été obligée de revoir son logiciel de façon qu'il contourne les correctifs, les nouveaux correctifs de sécurité. Donc, autre chose, la NSO, on devrait savoir, elle est spécialisée dans les logiciels espions, mais aussi elle est spécialisée dans la recherche et l'exploitation de ce qu'on appelle les vulnérabilités zéro. C'est-à-dire qu'elle prend des logiciels, qu'elle les analyse et elle essaye de découvrir ce qu'il y a. Ils ont des vulnérabilités. En général, quand on découvre des vulnérabilités dans les logiciels, on les rend publiques. Mais la vulnérabilité zero day, elle est gardée pour celui qui l'a découverte et il l'exploite lui-même ou bien il la vend. Certains développeurs honnêtes se spécialisent dans ça et quand ils découvrent par exemple des vulnérabilités zéro dans des logiciels de Microsoft, ils informent Microsoft et Microsoft répercute, les paye pour ça. Mais les compagnies comme NSO recherchent et exploitent ces vulnérabilités zéro dans un but malveillant. Et ne préviennent surtout pas. Non, bon, c'est tout ce que vous décrivez, c'est tout sauf un cercle vertueux. C'est même un cercle vicieux. Nous voulons nous protéger. Pour nous protéger, nous faisons appel à des firmes étrangères avec le risque que ça comporte. Donnez-moi un peu d'espoir, comment on peut en sortir? On avait un peu abordé tout à l'heure le sujet, mais de manière plus concrète. Oui. Comment, du moins, peut-être pas en sortir, mais limiter les dégâts aujourd'hui? Pour limiter, il faut choisir peut-être déjà ses partenaires, ses fournisseurs. Je sais par exemple, quand on a su que déjà c'était les Américains installer des backdoors, donc c'est des portes dérobées dans les serveurs et les ordinateurs. C'était, son nom m'échappe, j'ai un problème de mémoire, comment il s'appelle celui qui... Et moi le profane, je ne vous suis d'aucune aide. Non, normalement il est connu, c'est l'informaticien de la NSA qui a quitté pour l'URSS. Celui qui a quitté son... Oui, bon, mais je suis incapable de vous donner son nom. Mais bon. On commence à avoir des problèmes. Ben oui, notre logiciel date, il n'a pas été mis à jour. Donc, l'Allemagne, par exemple, elle oblige ses fournisseurs, j'ai vu d'ailleurs un projet de contrat, si c'est un fournisseur américain ou britannique, à signer une déclaration ou faire un engagement qu'elle n'a pas manipulé les équipements qu'elle a acquis chez eux. Oui, une sorte de charte. Une sorte de charte. Déjà, c'est une protection. Il faut acquérir des équipements chez des partenaires fiables auxquels on peut faire confiance. Et puis une solution idéale, c'est de développer ces équipements chez nous. Mais ça prend du temps, il faut une stratégie, il faut une vision. Alors, il y a quand même une parade, semble-t-il. On parle de plus en plus de multilatéralisme de la cybersécurité. C'est-à-dire, ne pas reproduire de manière mimétique, mais ça ressemblerait un peu à l'époque les deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et donc, l'Algérie aurait tout intérêt à avoir des alliés, ne pouvant pas elle-même développer ses moyens de protection, à s'allier avec, je pense notamment à des pays qui sont très en pointe, comme la Russie. Écoutez, mon expérience personnelle, d'après ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu, etc., il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des... Dans ce domaine-là de la défense nationale, de la sécurité nationale, on peut faire confiance à personne, que ce soit les Américains, les Russes ou les Chinois. Donc il vaut mieux s'entourer de toutes les mesures de sécurité ou de prévention nécessaires. Oui, mais dans un premier temps quand même, établir une sorte de rapport de force qui atténue un peu ces vagues qui se font de plus en plus pressantes, de spyware, de logiciels malveillants, d'attaques qui peuvent conduire, comme vous le décriviez tout à l'heure, à une paralysie de l'activité. Je vous l'ai dit, comme tout à l'heure, ce que font par exemple les Allemands,
c'est de choisir leur partenaire et de faire signer un engagement. C'est déjà ça, on fait signer l'engagement. Si on choisit le partenaire russe ou allemand ou britannique ou américain, on lui fait signer un engagement, ou chinois, on fait signer un engagement comme quoi qui se portent garant que les équipements qui nous vendent n'ont pas été manipulés. Mais ce qui me gêne, Abdelaziz Dabdoli, dans tout cela, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'on est dans le factuel, il y a une sorte de fragilité qui fait que des organismes nationaux, qu'ils soient du public ou du privé, continuent de s'approvisionner un peu au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il ne faut pas une homogénéisation? Et là, je reviens, je vous renvoie à votre contribution. À la stratégie nationale de cybersécurité des deux organismes, le Conseil et autres, qui sont chargés de faire ça, d'imposer toutes les mesures. Donc il faut revenir à la base. C'est pour ça que je vous dis que quand on parle de sécurité informatique, ce n'est pas la responsabilité de l'informaticien, c'est tout. C'est la responsabilité aussi du gouvernement, c'est la responsabilité aussi du politique. Alors justement, parce que c'est lui qui doit mettre en place tous ces mécanismes et veiller à ce qu'ils soient respectés. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'informaticien. On est dans le politique. Dernier conseil. C'est la responsabilité du politique aussi. C'est la responsabilité aussi du législatif parce qu'il doit aussi rédiger des textes de protection. Le politique, le législatif, dernier conseil des ministres. Voilà. Il y a quelques heures. Alors, je vous lis le passage en particulier. Il faut renforcer la sécurité et la défense nationale. Alors, quand vous entendez sécurité nationale, je suppose que vous avez envie de rajouter la sécurisation aussi des données sensibles et la cybersécurité, Sidi Abdoli. Oui, d'accord, mais là, bon, ça, c'est un conseil de... C'est le tout dernier. Il faut aller maintenant vers le détail. Ce genre de déclaration ou ça fait des années qu'on... C'est juste de la bonne intention, mais concrètement... Mais concrètement, comme je vous l'ai dit, dans le domaine de la cybersécurité, il faut aller vers la stratégie nationale de cybersécurité. Plus que ça, la stratégie, elle est fonction de la menace. On fait une stratégie en fonction de la menace. Or, la menace varie. Donc, notre stratégie ne doit pas être figée. Chaque 2 ou 3 années, elle doit changer. Je prends le cas, par exemple, des États-Unis. Leur première stratégie, c'était en 2003. Bon, ils n'ont pas eu d'autres stratégies, mais depuis, ils ont eu près de 400 ou 500 amendements. Les Australiens, ils sont à leur 4e ou 5e stratégie. Il y a 2 jours de ça, je viens de lire que le Japon a décidé d'avoir une nouvelle stratégie en 2003, alors que l'ancienne, elle date de 2023, alors que l'ancienne date de 2020. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que son analyse actuelle de la situation, de la menace dans la région a changé. Donc, il se prépare déjà. Donc, nous avons un décret qui date de 2020, on doit le mettre en application rapidement, parce que si on doit le mettre en application dans une dizaine d'années ou quelques années... Ces recommandations seront dépassées. Dépassées. Ce que vous me dites, c'est qu'il faut mettre à jour, à l'image même des spyware et des logiciels qui sont malveillants mais qui évoluent, il faut qu'on se mette à jour régulièrement. Ça sert d'avoir une stratégie qui prend en charge une menace qui est obsolète ou qui est dépassée. La stratégie évolue et s'adapte à la menace actuelle ou bien future. D'accord. Je vais employer un terme qui commence un peu à émerger, qui arrive à nos oreilles, à nous profanes. Hein. Ça y est. Écoutez, moi je ne suis pas informaticien, moi aussi je suis un profane. Oui, mais bon, je suis tout de même plus profane que vous à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes entrés dans cette guerre qu'on appelle guerre de 4e génération? Dites-moi d'abord, c'est quoi la guerre de 4e génération? Écoutez, c'est la 4e de... Enfin, on appelle ça le 5e champ de bataille. Mais encore. Mer, terre, espace, etc. Il y a aussi le cyberespace. Maintenant, c'est devenu une réalité. Il n'y a pas un conflit, même de petite intensité, où on n'utilise pas les outils de cybersécurité, les armes, les cyberarmes.
Et les exemples ne manquent pas. Enfin, les Américains, les Russes, les Chinois, les sont utilisés. Donc, on est en plein dedans. On a vu avec l'élection américaine, Trump... Et puis, il y a les aspects aussi. On n'est pas obligé de nous attaquer seulement à des infrastructures. Parfois, comme j'ai vu tout à l'heure, j'ai parlé des Russes, c'est pour avancer, plutôt des Israéliens pour avancer des objectifs géostratégiques. Si c'est les Russes, parce qu'on a accusé les Russes d'avoir manipulé les données électorales des Américains, c'est une utilisation politique pour installer un gouvernement ou bien un président qui serait favorable, etc. Donc l'utilisation est multiple. Et notre place, à nous, dans cette guerre de 4e génération, j'ai déjà peur de votre réponse. Non, moi je vous l'ai dit, elle est simple, elle est connue. C'est là aussi je reviens. Il y a un manque de volonté politique chez nous, parce qu'on a les meilleurs informaticiens dans le monde. Écoutez, aujourd'hui, le bac de cette année, pour faire informatique au niveau de l'école supérieure d'informatique, je crois que c'est 17 de moyenne. Donc c'est les meilleurs... La crème de la crème. La crème de la crème. Écoutez, moi-même, en tant que responsable d'une entreprise, j'ai eu des ingénieurs qui sont restés, qui ont fait un passage chez nous, mais leur objectif, c'est toujours de partir. Je suis en contact avec certains. La majorité d'entre eux sont responsables des services de sécurité dans des entreprises françaises ou canadiennes. Oui, mais là, c'est un appel du cœur que vous lancez. Oui, il faudrait qu'on... Parce que nous, pour l'instant, on fait le contraire, je vous signale. C'est une fois qu'ils sont installés qu'on essaie de les ramener ensuite. Il faudrait voir pourquoi ils partent et régler le problème. Moi, j'ai parlé avec des responsables, 2 fois avec des chefs du gouvernement. Ils semblent sensibilisés, ils sont d'accord, mais rien n'est fait. Il faudrait, comme je vous l'ai dit, il faudrait une volonté politique pour régler ce problème-là. Mais on peut le régler. Nous arrivons à la fin de cette émission, Abdelaziz Deldouri. En quelques mots, comment l'expert que vous êtes voit la matérialisation de cette volonté, justement on parlait du manque de volonté, de la volonté enfin affichée, ne serait-ce que par le biais de ce dernier conseil des ministres, de sécuriser notre environnement. Une cybersécurité enfin efficiente, réellement efficace, ça ressemblerait à quoi? Quelles mesures urgentes, encore une fois, à prendre? Écoutez, il faudrait prendre en considération la situation actuelle du pays, surtout la situation économique, d'un côté. De l'autre côté, il faudrait prendre en considération une chose, c'est que les outils de cybersécurité ou bien pour la sécurisation de réseaux coûtent extrêmement cher. C'est cher. Une petite entreprise pour acheter les pare-feux, puis ensuite les licences, etc. Une petite entreprise, ça approche pratiquement du million de dollars. Donc on a eu des discussions avec eux, ils sont intéressés par les solutions, etc. Mais au moment de la réalisation, quand ils voient les prix, ils renoncent parce qu'ils préfèrent aller vers les antivirus parce que les outils de sécurisation de réseau, la cybersécurité coûte cher. Mais si on compare avec le préjudice, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit que ça vaut la peine. Ça, c'est des calculs de petit épicier, parce que si on fait des économies aujourd'hui et qu'ensuite on paye une note salée à la fin... Donc, il faudrait prendre en considération aussi les conséquences si on ne réalise pas, ou si on n'investit pas dans nos jeunes informaticiens, etc., pour sécuriser nos réseaux. Donc, ma recommandation, c'est ça, c'est de prendre en considération la situation économique, essayer de réconcilier les deux, prendre en charge beaucoup plus rapidement, enfin immédiatement, parce que c'est faisable, c'est la menace interne, éliminer 50% de la cybermenace. L'aspect technique pourrait être pris progressivement, et aussi nos informaticiens, il faudrait qu'on se penche sérieusement sur le potentiel humain. Pourquoi ils partent et qu'est-ce qui peut être fait pour qu'ils restent. Et ce qui est encore aberrant, c'est qu'on refuse de donner à l'Algérien ce que demain on donne à un étranger. Et l'étranger,
lui, il n'a pas de ligne de rouge comme l'Algérien. Demain, il peut accéder à nos réseaux et... Ouais, vous trouvez ça étrange, moi je trouve ça un peu pervers, même sur les bords. Ouais, Abdelaziz Dabdouri, merci. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous avez été avec nous sur ce plateau en direct. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité. Je n'exagère rien. Oui, bon, si peu, si peu. Votre présence et vos éclairages coïncident avec des menaces de plus en plus pesantes sur notre sécurité, ce qui implique de facto une menace majeure sur nos données sensibles et stratégiques. Je vous laisse avec quelque chose de moins sensible, avec des données moins stratégiques, mais c'est une tradition dans notre émission, le livre d'or de l'émission. Je m'y soumets. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, merci pour votre fidélité. Merci surtout pour vos suggestions qui nous arrivaient en direct pendant la diffusion. Elles nous ont permis d'enrichir notre discussion avec notre invité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de LSA Direct. Vous pouvez voir et revoir cette émission et toutes les autres demeurant sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. En attendant, protégez-vous, les gestes barrières et les mesures de distanciation physique, c'est toujours et plus que jamais d'actualité. À la semaine prochaine.